Ma fiancée m'a dit que le mariage était annulé à moins que je ne m'excuse auprès de son ex. J'ai répondu « Alors le mariage est annulé ». Elle ne m'a pas pris au sérieux jusqu'à ce que le domaine la contacte pour confirmer que c'était officiellement annulé. Je m'appelle Marc, j'ai 32 ans et je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne. J'habite en périphérie de Columbus et mes semaines sont plutôt routinières. Trajet, salle de sport, dîner, dodo, on recommence. Ma fiancée, c'est Jenna, 29 ans, responsable d'un cabinet dentaire. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois. Et nous ne vivons pas encore ensemble, car nous avions convenu d'attendre après le mariage pour fusionner nos baux. Jusqu'au mois dernier, j'aurais dit à n'importe qui que notre couple était solide. Pas parfait, mais avec des problèmes d'adultes normaux. Les emplois du temps, l'argent, les limites familiales, le genre de choses que l'on résout avec des calendriers et des discussions franches. Jenna a un ex qui s'appelle Ryan. Ils sont sortis ensemble par intermittence avant moi et elle dit que ça s'est terminé parce qu'il était immature et incapable de s'engager. Très bien, j'ai mon propre passé aussi. La différence, c'est que je ne le ramène pas dans le présent. Ryan gravite toujours autour de sa vie de façon assez étrange. Des amis communs, des sorties de groupes aléatoires et le texto occasionnel dont elle assure qu'il est inoffensif. Ça ne me plaisait pas trop, mais je ne voulais pas non plus être le mec hyper contrôlant qui interdit les amitiés. Alors, j'ai fait simple. J'ai dit, je n'ai aucune envie qu'il fasse partie de notre mariage de quelque manière que ce soit. Ça aurait dû être facile à comprendre. Puis, Jenna a commencé à planifier le mariage comme si c'était une opération militaire où j'étais le stagiaire non rémunéré. Chaque décision était accompagnée d'un certain ton. Si je posais une question, elle agissait comme si je la ralentissais exprès. Si je n'étais pas d'accord, elle se murait dans le silence, puis me punissait avec des réponses glaciales en un mot pour le reste de la soirée. Il y a 2 semaines, elle m'a annoncé que Ryan viendrait au mariage, pas invité par moi, ni même en tant qu'accompagnant. Elle a dit qu'il venait parce qu'il l'avait aidé à rencontrer l'un des prestataires il y a des années, et qu'il serait impoli de ne pas l'inclure. Ça n'avait aucun sens, mais elle l'a dit comme si c'était une évidence et que j'étais bouché. Je lui ai dit « Non, sois clair, pas de drame ». J'ai ajouté « Je ne vais pas me marier avec ton ex assis là à nous regarder faire ». Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que je manquais de confiance en moi. Puis, elle m'a sorti un truc qui m'a noué l'estomac. Elle a dit que le mariage était annulé à moins que je ne m'excuse auprès de Ryan pour lui avoir manqué de respect. Je pensais qu'elle bluffait. J'ai répondu « D'accord, alors le mariage est annulé ». Et j'étais très sérieux. Elle a ri comme si je venais de raconter une blague, a pris ses clés et est partie. La dernière chose qu'elle m'a envoyée par texto ce soir-là, c'est que je reviendrai en rampant quand je réaliserai combien d'argent avait déjà été dépensé. Je n'ai pas rampé, j'ai commencé à passer des coups de fil. Le lendemain matin, j'ai d'abord appelé le domaine. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de discours dramatique. J'ai simplement demandé quelle était la politique d'annulation et quelles étaient les démarches à suivre pour résilier officiellement le contrat. Ils m'ont dit que les 2 parties avaient signé, mais que n'importe lequel d'entre nous pouvait demander l'annulation. Il y aurait une pénalité financière en fonction du délai. Je leur ai demandé de m'envoyer le formulaire par email. Pendant que j'attendais, j'ai appelé le traiteur et le photographe, même ton, même question. Je suis resté pragmatique. Si le mariage était conditionné au fait que je m'excuse auprès de son ex, alors ce n'était pas un mariage que j'avais envie de financer. Jenna m'a envoyé un texto vers midi. Elle a envoyé une capture d'écran d'une confirmation Airbnb pour la lune de miel et a écrit « J'espère que tu es fier de toi, non remboursable ». J'ai répondu que je m'occupais de l'annulation du lieu de réception et que nous pourrions partager les pertes qui nous incombaient légalement. Je suis resté neutre. Aucune insulte, aucune menace. Elle a immédiatement appelé. La première chose qu'elle a dite a été « Tu essaies sérieusement de m'humilier ?» Ce mot m'a marqué, m'humilier. Je lui ai dit « Je ne m'excuserai pas auprès d'un homme qui n'a pas sa place dans notre mariage ». J'ai aussi ajouté « Si tu penses vraiment que le mariage doit dépendre de ça, alors l'annuler est la suite logique ». Elle a vite changé de tactique. Soudainement, il n'était plus question de Ryan. Il était question du fait que je ne respectais pas son jugement. Elle a dit que je l'obligeais à choisir un camp et que des adultes sains d'esprit ne posent pas d'ultimatum. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait posé l'ultimatum. M'excuser auprès de Ryan où le mariage était annulé. Je n'avais fait qu'accepter ces conditions. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit « Tu réagis de manière excessive. Je ne voulais pas dire vraiment annulé. » C'était la première fissure. Je lui ai demandé directement si Ryan venait au mariage. Elle a hésité. Puis elle a dit qu'il ne viendrait que si je pouvais me montrer mature. Ça m'en a dit assez. J'ai soumis le formulaire d'annulation cet après-midi-là. Je ne l'ai pas fait de manière impulsive. J'ai lu le contrat 2 fois. L'acompte était important, mais pas ruineux. Je peux absorber ma moitié sans ruiner mes finances. Ça ferait mal, mais pas autant que d'entamer un mariage où mes limites sont négociables en fonction de son humeur. 3 jours plus tard, le domaine nous a envoyé un email à tous les 2 pour accuser réception et demander à Jenna de valider l'annulation. C'est là qu'elle a compris que je ne faisais pas semblant.
Elle a débarqué à mon appartement ce soir-là sans prévenir. Elle ne riait plus du tout. Quand Jenna a frappé, il était près de 21 heures. J'avais déjà fini de dîner et je répondais à des emails. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais je me suis dit que l'éviter ne ferait que faire traîner les choses. Elle est entrée comme si elle habitait encore là, a jeté son sac sur mon comptoir et a immédiatement attaqué. Elle a dit que je l'avais prise au dépourvu, qu'annuler sans en discuter de nouveau était extrême, que je l'avais fait passer pour une déséquilibrée auprès du coordinateur du domaine. Elle a dit que je me focalisais sur le mauvais problème, qu'il s'agissait avant tout de confiance. Selon elle, si j'avais confiance en elle, je ne me sentirais pas menacée par un homme avec qui elle était sortie des années auparavant. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'il était important pour son développement personnel et que le rayé de sa vie serait immature. Je lui ai répondu que je ne me sentais pas menacée. Je refusais simplement de célébrer le début de mon mariage avec son ex dans le public sous prétexte qu'elle estime que les apparences comptent plus que mon propre confort. Elle a craqué et m'a traité de tyran. Puis elle a dit quelque chose qui a fait basculer toute la conversation. Elle a dit que Ryan s'était senti offensé par la façon dont je parlais de lui. J'ai demandé quand exactement j'avais parlé de lui à Ryan. Elle a encore hésité, puis elle a avoué qu'elle lui avait montré des captures d'écran de notre dispute privée concernant la liste des invités du mariage. Elle a justifié ça en disant qu'elle voulait son point de vue parce qu'il la connaissait bien. C'est la première fois que j'ai ressenti une véritable clarté au lieu de la frustration. Il ne s'agissait pas d'inviter un ex, il s'agissait de triangulation. Elle filtrait notre conflit à travers lui et s'attendait ensuite à ce que je m'excuse d'avoir une opinion sur mon propre mariage. Je lui ai dit que partager nos conversations privées avec un ex franchissait une limite inacceptable pour moi. Elle a haussé les épaules et a dit que j'en faisais tout un drame. D'après elle, je devrais être reconnaissant qu'elle ait des amis qui se soucient assez d'elle pour donner leur avis. Des amis, encore ce mot. Je lui ai demandé directement si elle était toujours émotionnellement attachée à lui. Elle s'est mise en colère instantanément. Elle a dit que j'étais répugnant d'insinuer une telle chose, que si elle voulait Ryan, elle ne serait pas fiancée avec moi. Cette réponse sonnait faux, comme si elle l'avait répété. Je n'ai pas haussé le ton. Je lui ai dit que c'était exactement la raison pour laquelle j'avais tout annulé, parce qu'au lieu de respecter une limite toute simple, elle avait fait dégénérer la situation en impliquant la seule personne garantie de tout déstabiliser. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a dit « Si j'annule la résiliation et que je m'excuse auprès de Ryan, elle me pardonnera de l'avoir humilié. Me pardonner. » C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu. C'était un rapport de force et elle partait toujours du principe que j'allais céder. Quand elle a dit qu'elle me pardonnerait, c'est très mal passé. Ce n'était ni dramatique ni explosif, juste faux, d'une manière calme et définitive. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement pendant une seconde. Mon canapé, le comptoir de ma cuisine, cet endroit que je paie et que je maintiens à flot. Puis je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle parlait toujours comme s'il s'agissait d'une négociation où elle avait l'avantage. Je lui ai dit qu'on en avait fini pour ce soir et qu'elle devait partir. Elle a cligné des yeux comme si elle n'assimilait pas l'information. Je l'ai répété calmement. Cette conversation est terminée, tu dois rentrer chez toi. Elle a croisé les bras et m'a dit qu'elle n'avait pas fini. Elle a ajouté « Les adultes ne fuient pas quand les choses deviennent inconfortables ». L'ironie de la situation était presque impressionnante. Je n'ai pas cherché à débattre. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Elle est restée là à me fixer, attendant que je m'adoucisse, attendant que je m'excuse pour avoir posé une limite à l'intérieur de mon propre appartement. Je lui ai dit « On est chez moi. Tu es ici en tant qu'invité. Je te demande de partir. » Sa voix a changé. Elle est devenue plus tranchante. Elle a dit que j'essayais de l'intimider, que c'était de la violence psychologique, qu'annuler le mariage et maintenant la mettre à la porte prouvait que j'étais instable. Je suis resté calme. J'ai répondu « Il n'y a rien d'instable à demander à quelqu'un de quitter de chez soi quand cette personne te manque de respect. » Elle a attrapé son sac à main, mais n'a pas fait un pas vers la porte. À la place, elle a tenté une dernière approche. Elle a dit « Si tu me mets dehors, c'est vraiment fini entre nous. » C'était le deuxième test de pouvoir. Je lui ai dit « Oui. Si c'est ce qu'il faut pour que tu comprennes que je suis sérieux, alors oui. » Elle m'a dévisagé pendant un long moment, comme si elle s'attendait à ce que je craque. Comme je ne l'ai pas fait, elle est passée devant moi et s'est retrouvée dans le couloir. Avant de partir, elle s'est retournée et m'a dit « Tu vas le regretter quand tu réaliseras que tu as bousillé un mariage pour ton ego. » J'ai répondu « Je ne bousille pas un mariage, je refuse d'en commencer un de cette façon. » Puis j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, sans faire de scène, juste mécaniquement. Je suis resté planté là pendant 1 minute ensuite pour m'assurer qu'elle était vraiment partie et qu'elle n'attendait pas que je rouvre. Elle a envoyé un texto 10 minutes plus tard. De longs paragraphes sur ma froideur, sur la déception de ses parents, sur ce que les gens allaient à dire. Pas une seule phrase sur le respect de mes limites. C'est à ce moment-là que le calme s'est vraiment installé en moi.
Parce que si le fait de la virer de mon appartement me procurait un sentiment de soulagement plutôt que de panique, ça me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Après avoir verrouillé la porte, les messages ont continué d'affluer. Au début, c'était de la colère, puis c'est passé à la culpabilisation. Elle a dit que je l'avais humiliée devant le coordinateur du domaine. Elle a dit que sa mère posait des questions. Elle a dit que les gens allaient supposer qu'elle avait fait quelque chose de terrible. J'ai remarqué un truc. Chaque texto était centré sur son image, son humiliation, ses désagréments. Pas une seule fois, elle n'a dit qu'elle comprenait pourquoi je n'étais pas à l'aise avec le fait que Ryan soit impliqué dans notre relation. Vers minuit, elle a appelé 3 fois de suite. J'ai laissé sonner. Je n'allais pas avoir une autre conversation sans fin où elle ferait passer mes limites pour de l'agression. Le lendemain matin, il y avait de nouveaux messages. Cette fois, elle était plus calme. Elle a dit qu'on devait arranger ça avant que la situation ne nous échappe. Elle a proposé qu'on se retrouve pour prendre un café et discuter entre adultes. Elle a aussi ajouté que Ryan pensait que toute cette histoire était un malentendu et qu'il était prêt à accepter mes excuses en privé si ça facilitait les choses. C'est cette phrase qui m'a achevé. Le fait qu'il connaisse suffisamment de détails pour avoir une opinion signifiait qu'elle continuait à le tenir au courant en temps réel. Apparemment, notre couple était un sujet de conversation de groupe. J'ai répondu une seule fois. J'ai écrit « Je ne m'excuserai pas auprès de lui et je ne continuerai pas une relation où ma fiancée donne la priorité à son ex plutôt qu'à des limites de base. Je te souhaite le meilleur. » Elle a immédiatement répondu que je faisais encore un drame et que la bloquer prouverait que je ne l'avais jamais aimée. Je n'ai pas cherché à discuter. Je n'ai pas donné d'autres explications. J'ai bloqué son numéro. Ensuite, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook et même LinkedIn, parce que je sais comment ces choses-là se passent. Je ne voulais pas de messages indirects, de publications publiques me visant ou d'amis communs faisant office de messager. Je ne l'ai pas fait sous le coup de la colère. C'était stratégique. Si je laissais un seul canal ouvert, elle l'utiliserait pour m'entraîner à nouveau dans un débat. Et le débat, c'était son point fort. Elle s'épanouissait dans les zones grises où elle pouvait recadrer les choses jusqu'à ce que je me retrouve à me défendre au lieu de traiter le problème de départ. La bloquer, ce n'était pas pour la punir, c'était pour mettre fin au cycle proprement. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai laissé couler sur le répondeur. C'était Ryan. J'ai fixé la notification de message vocal pendant une bonne minute avant de l'écouter. La voix de Ryan était calme, trop calme. Il a dit qu'il avait entendu dire que les choses avaient dégénéré et qu'il ne voulait pas être la cause de l'échec d'un mariage. Il a dit qu'il me respectait et qu'il espérait qu'on pourrait s'expliquer d'homme à homme. Rien que cette formulation m'a fait comprendre que son implication n'était pas accidentelle. Il se sentait le droit d'intervenir. Il a aussi dit que Jenna était vraiment contrariée et qu'elle a tendance à réagir avec émotion lorsqu'elle se sent coincée. Il s'est positionné comme la voix de la raison, le médiateur. Je ne l'ai pas rappelé. À la place, j'ai sauvegardé le message vocal et j'ai fait une capture d'écran du journal d'appel. Pas parce que je prévois de donner suite à quoi que ce soit, mais parce qu'avoir des preuves, c'est important quand les versions de l'histoire commencent à changer. Environ 1 heure plus tard, ma sœur m'a envoyé un texto pour me demander ce qu'il se passait. Jenna l'avait apparemment appelé en pleurs, disant que j'avais annulé le mariage de façon brutale pour un désaccord mineur sur la liste des invités, puis que je l'avais bloqué sans explication. Ça a été rapide. J'ai appelé ma sœur et je lui ai fait la version courte. Pas de drame, juste les faits. Jenna a invité son ex au mariage contre ma volonté. Elle a partagé nos disputes privées avec lui. Elle a exigé que je m'excuse auprès de lui, faute de quoi le mariage était annulé. J'ai accepté cette condition. Ma sœur est restée silencieuse 1 seconde puis a dit que ce n'était pas un désaccord mineur, exactement. En milieu d'après-midi, Jenna a essayé de me joindre par email. Objet du mail, s'il te plaît, écoute-moi. Je l'ai lu 1 fois. C'était toujours la même rengaine. Elle a dit qu'elle se sentait attaquée et peu soutenue. Elle a dit que Ryan essayait seulement d'aider. Elle a dit que la bloquer était cruelle et immature. Elle a aussi glissé subtilement qu'annuler le domaine sans son accord pourrait avoir des conséquences juridiques pour moi si elle décidait de demander des dommages et intérêts. Cette partie était intéressante, pas parce que j'étais inquiet, le contrat autorisait clairement l'annulation par l'une ou l'autre des parties, mais parce qu'elle révélait son état d'esprit. Il n'était plus question de réparer quoi que ce soit. Il était question de faire pression. Tard dans la soirée, Ryan a envoyé un nouveau texto depuis un autre numéro. Il a écrit « Éviter la conversation te fait paraître coupable ». J'ai bloqué ce numéro aussi. À ce stade, le schéma était évident. Jenna n'essayait pas d'arranger notre couple en privé. Elle construisait un récit dans lequel j'étais instable et déraisonnable. Et Ryan n'était pas un simple spectateur. Il y participait. Cela a confirmé quelque chose que j'hésitais à dire à voix haute. Il n'a jamais été simplement question d'un invité au mariage.
La vraie question était de savoir si j'étais prêt à rivaliser avec son ex pour avoir de l'influence au sein de mon propre couple. 2 jours se sont écoulés sans contact direct, car j'avais fermé toutes les portes qu'elle tentait d'utiliser. Mais ça n'a pas arrêté les répercussions. Un ami commun, Kevin, m'a envoyé un message pour me demander si j'allais bien. Il a dit que Jenna avait raconté sur leur groupe de discussion que j'avais un problème de jalousie et que j'avais saboté le mariage après avoir pété un câble pour rien. Selon sa version, Ryan avait été invité par courtoisie et j'avais réagi comme si elle m'avait trompé. J'ai appelé Kevin au lieu de lui répondre par texto. Je lui ai exposé la chronologie des faits en termes simples. Elle a invité son ex. J'ai dit non. Elle a conditionné le mariage au fait que je m'excuse auprès de lui. J'ai accepté. Elle l'a impliqué dans nos disputes privées. J'ai mis fin à la relation. Kevin est resté silencieux un moment, puis il a dit que ce n'était pas comme ça qu'elle l'avait présenté. Évidemment que non. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de la mère de Jenna me demandant si nous pouvions discuter. C'était poli, mais direct. Elle disait que le mariage exigeait des compromis et que la fierté ne devait pas ruiner notre avenir. Encore ce mot, fierté. J'ai répondu avec respect. J'ai dit qu'il ne s'agissait pas de fierté. Il s'agissait de limites et de confiance. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise à l'idée d'épouser quelqu'un qui impliquait son ex dans nos conflits et qui conditionnait ma participation au fait de l'apaiser. Elle n'a pas répondu. Plus tard dans la soirée, Jenna s'est de nouveau présentée à mon immeuble. Je le sais parce que mon voisin du dessous m'a envoyé un texto pour me dire que quelqu'un sonnait à l'interphone avec insistance. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà dit clairement qu'elle n'était pas la bienvenue. À la place, elle a envoyé un dernier email. Il était plus long que les autres, moins colérique, plus stratégique. Elle a dit qu'elle était prête à désinviter Ryan si c'était ce qu'il fallait pour aller de l'avant, mais qu'elle avait besoin d'être rassurée sur le fait que je ne l'humilierais plus jamais de la sorte. Elle a également demandé que je m'excuse auprès d'elle pour avoir réagi de façon excessive et pour avoir annulé le domaine sans lui laisser le temps de se calmer. On y était. Elle retirerait Ryan de la liste des invités, mais seulement si j'admettais être en tort pour avoir campé sur mes positions. Je l'ai lu 2 fois pour être sûr de ne pas mal interpréter. Ce n'était pas des excuses, c'était un échange. Et j'ai réalisé quelque chose de dérangeant, mais nécessaire. Si j'acceptais, je créerais un précédent. Chaque fois qu'elle irait trop loin et que je résisterais, je finirais par endosser la responsabilité pour rétablir la paix. Ça, ce n'est pas un partenariat, c'est du dressage. Donc, je n'ai pas négocié. Je me suis transféré l'email pour le conserver dans mes dossiers. Ensuite, j'ai contacté le domaine une dernière fois pour confirmer que l'annulation était finalisée et irréversible sans la création d'un tout nouveau contrat. Ils ont confirmé que le dossier était clos. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant, ni administrativement, ni personnellement. La semaine suivante a été plus calme en apparence, mais pas vraiment apaisée. Jenna a cessé d'essayer de me contacter directement. À la place, j'ai commencé à entendre des nouvelles indirectes. Un de ses collègues aurait dit à une connaissance commune que j'avais eu des sueurs froides. Quelqu'un d'autre a entendu dire que je manquais de confiance en moi par rapport à son passé et que je ne supportais pas d'être avec une femme qui avait du vécu. C'était intéressant de voir à quel point la façon dont les choses étaient présentées était cohérente. Dans chaque version, j'étais fragile, dépassé, menacé. Jamais l'histoire ne disait qu'elle avait exigé que je m'excuse auprès de son ex comme condition pour le mariage. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'ai pas fait de publication, ni essayé de corriger le récit dans chaque cercle d'amis. C'est une bataille perdue d'avance. Les gens croient ce qui correspond à leurs opinions préconçues. À la place, je me suis concentré sur la logistique. Nous avions déjà prévu d'emménager dans un nouvel appartement ensemble après le mariage. La demande de location était en cours. J'ai appelé le gestionnaire immobilier et j'ai officiellement retiré ma part. J'ai demandé une confirmation écrite prouvant que je n'étais plus rattaché au dossier. Je ne voulais pas que mon nom traîne quelque part où elle pourrait l'utiliser. J'ai également examiné les contrats des prestataires pour m'assurer que mon exposition financière restait limitée. La perte des acomptes était réelle mais gérable, j'ai payé ma part immédiatement et j'ai gardé les reçus. À peu près à la même époque, une dernière chose inattendue s'est produite. Ryan m'a envoyé un email directement. Pas depuis un numéro jetable, pas de façon anonyme, mais depuis son adresse professionnelle. Il a écrit qu'il se sentait obligé d'intervenir parce que Jenna perdait pied et se sentait coupable. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de semer la discorde et qu'il respectait ma position en tant que futur mari. Futur mari. Cette expression était soit un manque de tact total, soit délibéré. Il a aussi ajouté que si je voulais qu'on se voie autour d'un café pour dissiper les malentendus, il y était ouvert. Il a souligné que les hommes matures communiquent au lieu d'exclure les gens. Je l'ai lu très attentivement. Il ne reconnaissait à aucun moment que s'immiscer dans notre conflit privé était inapproprié. Il n'admettait pas que recevoir des captures d'écran de nos disputes dépassait les bornes. Juste une légère suggestion que c'était moi qui refusais de grandir. Ça a été le point final pour moi parce que j'ai compris une chose toute simple.
Si j'épousais Jenna, Ryan ne disparaîtrait pas en arrière-plan. Il resterait un consultant dans nos disputes, un vote de l'ombre, et Jenna continuerait de présenter ça comme quelque chose de raisonnable. J'ai donc répondu une seule fois. J'ai écrit « Il n'y a pas de malentendu. Ce n'est pas à toi d'être le médiateur de ce couple. Ne me recontacte plus. » Ensuite, j'ai bloqué son adresse email. Ce soir-là, pour la première fois depuis le début de cette histoire, mon téléphone est resté totalement silencieux. Et ce silence m'a paru sain. Environ une semaine après le retour du silence, je suis tombé sur Jenna dans un supermarché près de chez moi. Ce n'était pas prévu, juste un mauvais timing. Elle m'a vu en premier. Je l'ai remarqué parce qu'elle s'est figée au beau milieu du rayon, puis s'est redressée comme si elle se préparait à affronter un public. J'ai envisagé de faire demi-tour, mais j'ai décidé de ne pas agir comme si j'avais quelque chose à fuir. Nous avons fini par nous retrouver face à face près du rayon des produits laitiers. Elle avait l'air différente, ni dévastée, ni pleine de remords, maîtresse d'elle-même. Elle m'a dit salut comme si nous étions des collègues qui ne s'étaient pas parlé depuis quelques jours. J'ai hoché la tête et j'ai dit bonjour. Il y a eu un silence où elle s'attendait clairement à ce que j'ouvre la porte à la discussion. Je ne l'ai pas fait, alors elle l'a fait. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé que je gère les choses différemment. Qu'annuler publiquement, au lieu de régler le problème en privé, l'avait profondément blessée. Elle a insisté sur le mot « publiquement », comme si j'avais loué un panneau publicitaire au lieu de contacter directement les prestataires. Je lui ai répondu que j'avais géré ça en privé, que les prestataires font partie de la logistique du mariage. Ils avaient ces besoins d'informations précises. Elle a soupiré et a dit « Tu sais très bien ce que je veux dire ». Puis elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Elle a dit que Ryan était d'accord sur le fait que nous avions tous les deux envenimé les choses et qu'avec une bonne communication, nous aurions pu éviter tout ce gâchis. C'était reparti. Ryan comme évaluateur, Ryan comme juge. Je lui ai posé une dernière question. Si on revenait à cette nuit-là et que je te disais « Je ne m'excuserai pas », est-ce que tu l'aurais respecté sans qu'il y ait de conséquences ? Elle a hésité. Pas longtemps, mais suffisamment. Elle a dit « J'avais juste besoin que tu me montres que tu pouvais faire passer mes sentiments avant les tiens. » Cette réponse était honnête et révélatrice. Faire passer ses sentiments avant les miens signifiait subordonner mes propres limites. Ça signifiait accepter que son confort avec son ex primait sur mon propre inconfort. Je lui ai dit calmement que je n'étais pas intéressé par une relation structurée de cette façon. Elle a eu l'air agacée, pas triste, agacée, comme si j'étais contrariant, sans aucune raison. Elle a dit « Je suppose que c'est tout ». Puis j'ai répondu « Oui, c'est tout ». Nous sommes restés là une seconde de plus. Ensuite, elle a pris son panier et s'est éloignée sans se retourner. Je n'ai ressenti ni colère, ni regret, seulement une confirmation. Parce que même à la toute fin, elle présentait le problème comme mon incapacité à prioriser ses sentiments et non comme son incapacité à protéger notre couple des influences extérieures. Et cette différence n'est pas minime, elle est fondamentale. Cela fait maintenant 3 mois que le mariage a été officiellement annulé. Les retombées financières sont réglées, nous avons partagé les acomptes non remboursables selon les termes des contrats que nous avions signés. Il n'y a pas eu de procès, pas de menaces judiciaires dramatiques, juste de la paperasse et des reçus. La version sociale des événements s'est également stabilisée. Ceux qui voulaient croire que j'avais paniqué le croient toujours. Ceux qui m'ont demandé ma version l'ont entendue et se sont fait leur propre opinion. Je n'ai pas cherché à me justifier à tout prix. Jenna et moi ne nous sommes pas reparlés depuis le supermarché. Un ami commun a récemment mentionné qu'elle et Ryan passaient à nouveau beaucoup de temps ensemble. Je n'ai pas posé de questions supplémentaires. Ce ne sont plus mes affaires. Au contraire, ça conforte l'instinct que j'ai eu quand elle a insisté pour qu'il fasse partie du jour de notre mariage. Avec le recul, le véritable élément déclencheur était insignifiant sur le papier. Une invitation, des excuses, une exigence déguisée en compromis. Mais le mécanisme sous-jacent n'avait rien d'insignifiant. Elle a impliqué son ex dans notre conflit privé. Elle a considéré que son opinion était pertinente par rapport à nos fiançailles. Elle m'a positionné comme quelqu'un qui devait obtenir l'approbation d'un homme qui n'avait pas sa place dans mon avenir. Et quand j'ai refusé, elle a fait une escalade au lieu de réajuster le tir. Ce qui me marque le plus, ce n'est pas la dispute en elle-même, c'est la rapidité avec laquelle elle a cherché à contrôler le récit une fois que je n'ai pas obéi. Appeler ma sœur, envoyer des messages à nos amis, suggérer que j'étais instable. Ce n'était pas de la panique, c'était du contrôle des dégâts. Si je m'étais excusé auprès de Ryan, le mariage aurait eu lieu. En apparence, tout aurait semblé parfait. Les photos, les sourires, les discours. Mais j'aurais su que, dans les moments décisifs, mes limites étaient négociables et que son ex avait son mot à dire dans notre dynamique. Cette prise de conscience n'aurait pas disparu après la lune de miel. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je regrette d'avoir été aussi ferme. La réponse honnête est non. Annuler un mariage coûte cher et cause beaucoup de désagréments. Mais divorcer de quelqu'un qui ne respecte pas vos limites est bien pire.
Je n'ai pas perdu un mariage. J'en ai évité un qui était déjà structuré contre moi. Et le fait qu'elle n'ait cru que j'étais sérieux, qu'une fois que le domaine a confirmé l'annulation, me dit tout sur la façon dont elle percevait ma détermination. Elle pensait que je bluffais. Ce n'était pas le cas. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Дизлайки ставить этому говну. Philips. Hey. We're number one. А, кстати, а можно перекрашивать потемнее? Не, нельзя, кстати. Дима, дай покушать. Хоть сами дай пожрать даже не могут найти. Что люди-то такие пошли нынче ленивые? Это на меня эти что ли тоны, но я уж поспал. На них похуй. Ну, суки. Дима ПВО, кстати, книжка в школе была. Это ресурс паки или моды? Это ресурс пак. Ресурс пак это. Я же не буду вам моды скидывать. Чё началось? Ну, блин. Авиация нас атакует. Нас бомбят, ребята, дроны камикадзе. Вот суки. Ну, блин, не позволю бомбить. Ну, попущена девочка. Так. Я вообще строить пришел. Темно, пиздец. Видал, что творю, да? Строительных часов надо понаставить тут. Неудобно. Ну, блин, они опять атакуют. И здесь украинцы своими БПЛА достали. Это ты про украинцев-то потише, у меня некоторые подписчики украинцы. Эй. О, нормально, а? Как вообще идея с деревьями, а? Ну и вообще с такой комнатой? Чи или не чи? Вот в чем вопрос. А? Блин, а тут у меня два... Не, это мы слушать не будем. Блин, синих таблоков вот этих вот, их больше всего надо. А их-то нету, нифига. Где их брать-то? Не покупать же на этом... недорогие, пипец. Вау, кто же это? Па. Кидывает нам ресурс пак экстра. В смысле? Да, а чё, я виноват, что вы сами не можете это скачать? Давай, давай, быстрее, скачивай. Меня, блин, алмазы даже никто не носит. Пипец, дожились. Давай, Егорыч, ну без счетов только лохи играют. Ну чё ты, как этот... Давай. Ну, в реальном мире все читерят, как бы, ну, в РЛ. По жизни вообще. Кто не читерит, то те у параша.
Такая типа елка, поняли, да? Добавь приват. Нет, ты меня пойти мальчиком назвал, я обиделся. Теперь никакого тебя привата за такое скотское поведение. Амогус.